Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire aujourd'hui, fichiers biométriques, une menace pour notre sécurité, les campagnes anti-tabac sont-elles hypocrites et indignation populaire au Maroc. C'était la surprise du week-end de la Toussaint. Le gouvernement a mis en place par décret, sans aucun débat public ou parlementaire, un fichier dit TES, titre électronique sécurisé, qui rassemblera les cartes d'identité et passeports de la quasi-totalité de la population française. De quoi s'agit-il? D'une base de données biométrique qui devrait être finalisée pour octobre 2018. Elle contiendra pour chaque citoyen les informations telles que la photo, l'adresse, les empreintes digitales, la couleur des yeux et diverses données administratives. D'une taille encore inédite, ce fichier provoque de vives réactions chez tous les spécialistes et les défenseurs des libertés publiques. Même la secrétaire d'État au numérique accuse ses collègues de ne pas l'avoir informée d'une mesure qui, comme nous allons le voir, n'est pas forcément dans l'intérêt des Français. Ce décret a été pris en douce par le ministère de l'Intérieur un dimanche de la Toussaint. C'est un dysfonctionnement majeur. Quel est l'argument mis en avant par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve pour justifier une telle concentration d'informations? Principalement la lutte contre les faux papiers et le terrorisme. Mais dans les documents internes du ministère, on voit que la démarche est bien plus terre-à-terre. Il s'agirait surtout de supprimer 1300 emplois dans les préfectures en centralisant la gestion de ce fichier dans une vingtaine de centres dédiés. La sécurité des données personnelles de chaque citoyen vaut-elle cette petite économie? On peut se poser la question. Bien sûr, ce nouveau fichier pose des questions éthiques. En effet, ce genre de base de données peut conduire à des dérives vis-à-vis de son utilisation initiale. Car si un tel fichier peut être établi par décret, alors il peut être modifié et élargi par décret, et cela sans aucun contrôle. Libre au futur gouvernement et à toutes les administrations ayant accès d'en faire ce qu'ils veulent, légalement ou non, pour le meilleur ou pour le pire. La question que vous posez, c'est celle de savoir si, en fonction d'actes heureusement minoritaires, c'est les actes des terroristes, il faut ficher l'ensemble, la totalité de la population. C'est cette question qu'il faut se poser, c'est la question de la juste mesure entre une action évidemment qui ne doit pas faire de concession contre les terroristes, ou même d'ailleurs contre les criminels en général, et puis des processus de fichage qui finissent par en réalité affecter toute la population. C'est bien le cas de ce grand fichier qu'on nous annonce, et desquels au fond on ne sort jamais, parce que l'un des aspects aussi qui est révélateur dans ce genre de mesures, c'est que ces lois, il y en a eu 14, je le rappelle, en termes de sécurité depuis une dizaine d'années, oui. Ces lois ne font jamais l'objet d'une évaluation. Mais au-delà de ces problématiques, ce projet présente un risque certain, beaucoup plus concret et immédiat pour la sécurité de tous les Français. En effet, un fichier centralisé de plus de 60 millions de cartes d'identité biométriques risque d'attirer les convoitises des pirates de toutes sortes, qu'il s'agisse de puissances étrangères ou de terroristes. Demain, une cyberattaque pourrait faire tomber toutes nos données personnelles entre les mains de personnes mal intentionnées. Est-ce réellement un risque que nous sommes prêts à prendre pour permettre simplement au gouvernement d'économiser un peu d'argent, ou jugeons-nous notre sécurité trop importante pour cela? Le Conseil national du numérique a demandé la suspension du décret. On demande la suspension de ce décret pour donner le temps. Parce que ce qui a manqué dans ce décret, dans la méthode, et c'est ça qui nous a dérangé, c'est qu'on n'a pas pu consulter les experts. Il faut que vous vous rendiez compte, c'est dans la même salle, dans le même endroit en France, on aura les noms des 60 millions de Français et à côté il y aura leurs photos, leur empreinte digitale. Ça, c'est le plus bel objet à venir pirater pour un pays qui nous voudrait du mal. Ça a une valeur inimaginable. On imagine sur le marché noir des données, 60 millions de données personnelles. C'est vraiment très tentant, je dirais, pour tous les pirates et les mafias. Tant la pertinence d'un tel fichier que la méthode de sa mise en place sont discutables. Et le nœud du problème, c'est précisément que cette discussion n'ait pas eu lieu avant. Comme souvent, le gouvernement se cache derrière une mesure qui ne serait qu'une formalité technique pour esquiver le débat. Il y a quelque chose qui n'est pas clair au sujet du fichier TES. Comment est-ce que vous pouvez rassurer la population là-dessus? Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez le refaire 2 minutes à notre micro, expliquer? Il y a une incompréhension. Vous pouvez reprendre les bandes parce que là j'ai une... Est-ce que vous allez suivre la recommandation de la CNIL de revoir le dispositif ou de consulter le Parlement, monsieur Cazeneuve? Pourtant, la manière dont on compile dans un fichier la couleur des yeux ou les empreintes digitales de chaque citoyen n'est pas une mesure seulement technique. C'est une question sérieuse qui mérite un débat public dans lequel tous les Français auraient leur mot à dire. Les fumeurs français sont invités en novembre à essayer d'arrêter de fumer pour 30 jours à l'occasion de l'opération Mois sans tabac. En novembre, on arrête ensemble. Parce qu'un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter.
Dans le cadre de cette campagne nationale, des kits gratuits pour arrêter de fumer sont disponibles, composés non de patchs et de moyens concrets pour aider à arrêter, mais de livrets, de cartes postales et autres autocollants à télécharger. Une initiative qui semble artificielle dans la mesure où le lobbying de l'industrie du tabac est extrêmement développé en France et en Europe. Pas moins de 161 lobbyistes en Europe mettent en œuvre d'immenses sommes d'argent pour convaincre nos représentants élus de ne pas imposer des directives anti-tabac trop agressives. Les industriels et leurs propres groupes de pression n'ayant évidemment pas en tête la santé publique, mais leur propre intérêt, à savoir gagner de l'argent. On savait que les lobbies du tabac étaient toujours actifs. Nos confrères du Parisien en apportent aujourd'hui une nouvelle preuve avec la publication de documents internes du groupe Philip Morris qui organise le fichage d'eurodéputés afin de mieux les approcher. Pas étonnant donc que nombre de nos parlementaires et élus soient victimes de leur intrusion à tous les niveaux pour voter les lois, la limite entre lobbying et corruption étant parfois très mince. Are you trying to bribe me, sir? Yes, of course. La plupart des mesures anti-tabac adoptées en France, comme la position d'images choquantes de poumons malades sur les paquets ou l'introduction récente du paquet neutre pour empêcher l'identification par la marque, sont souvent adoptées sans véritable mesure d'accompagnement pour les fumeurs ni de véritable objectif de réduction de la consommation de tabac. Ainsi, les médicaments pour aider à arrêter de fumer sont encore aujourd'hui très mal remboursés. À l'hypocrisie de la prétendue lutte contre le tabagisme au niveau politique s'ajoute une culpabilisation constante et individuelle des fumeurs. Les modes d'action visant à aider les gens à arrêter de fumer s'en tiennent souvent à l'argument selon lequel le tabac est mauvais pour la santé. Est-ce que les fumeurs se rendent compte qu'ils payent pour avoir le cancer? Mais c'est absurde! Oh my fucking god! Tandis que d'un autre côté, l'on admet que le tabagisme est une addiction, soit une pathologie, et non le fruit d'une décision individuelle raisonnée. Un double discours, une fausse volonté de s'attaquer à des problèmes véritables de santé publique qui n'enlèvent rien aux problèmes de fond. Si les gens fument pour se détendre, ne s'agirait-il pas en partie d'un palliatif au stress généré par la société dans laquelle nous vivons et où les maladies liées à l'angoisse et au stress sont en pleine explosion, tandis que nous sont envoyés des messages contradictoires sur notre vie quotidienne. La fameuse étude Rat Park étudiant l'addiction aux drogues dures montrait que des rats sans divertissement ni interaction sociale choisissaient à 90% de boire leur dose d'héroïne dans la bouteille qui en contenait, tandis que des rats placés avec d'autres rats et à qui l'on offrait des possibilités de divertissement n'étaient pas du tout attirés par la bouteille contenant de la drogue et buvaient de celle contenant simplement de l'eau. Quant aux rats addicts, une fois placés dans le parc avec d'autres rats, ils abandonnaient d'eux-mêmes la drogue. I'm guessing you guys could afford to be drinking vodka for the next 6 months. You wouldn't end up homeless. You're not going to do that. And the reason you're not going to do that is not because anyone's stopping you. It's because you've got bonds and connections that you want to be present for. You've got work you love. You've got people you love. You've got healthy relationships. And a core part of addiction, I came to think, and I believe the evidence suggests, is about not being able to bear to be present in your life. L'étude concluait que l'addiction n'était pas tant due aux drogues en elles-mêmes qu'aux conditions de vie. Et si au fond le problème du tabac n'était pas lui aussi tant dans le fait de fumer que dans des conditions de vie qui poussent aux addictions quelles qu'elles soient. We talk all the time in addiction about individual recovery, and it's right to talk about that. But we need to talk much more about social recovery. Something's gone wrong with us, not just as individuals, but as a group. And we've created a society where, for a lot of us, life looks a whole lot more like that isolated cage. Mais aller dire ça à nos politiques, déjà très prompts à faire et voter les lois en fonction des chèques que leur signent les industriels du tabac. Et tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité, en 1 minute 38 à peu près. En Turquie, le président Erdogan continue sa dérive autoritaire. Cette semaine, plusieurs députés du HDP, l'un des principaux partis d'opposition, ont carrément été jetés en prison. Le gouvernement français, lui, s'est dit préoccupé, mais a rappelé les valeurs communes le liant à son partenaire économique. La question est de savoir si les Français ont réellement des valeurs communes avec un gouvernement qui cautionne des apprentis dictateurs. Il s'appelait Fabien Jacques, c'était un militaire français et il est mort au Mali le 5 novembre dernier. Mort pour la France, diront certains. Mort pour rien, sinon pour les intérêts de quelques firmes souhaitant tirer profit de la reconstruction du pays. Après avoir contribué à sa déstabilisation, rétorqueront d'autres. Condoléances à sa famille. À Paris, la gestion des parcs-mètres et des amendes sera confiée à des entreprises privées à partir de 2018. Sans parler des abus de pouvoir que cela peut entraîner, les personnes obligées de circuler en voiture seront ravies de voir une part de leur contravention partir dans les poches de personnes ayant plus en tête leur propre enrichissement que le respect de la loi. Une décision tout simplement contraire au bon sens et à l'intérêt des citoyens.
McDonald's réclame près de 20 millions d'euros de dommages et intérêts à la ville de Florence qui avait refusé à la firme d'ouvrir une enseigne sur la Piazza del Duomo, place très prisée par les touristes. Un exemple de plus de multinationales n'hésitant pas à saisir les tribunaux lorsque dirigeants et habitants refusent de se soumettre à leurs intérêts. Un avant-goût de ce qui nous attend si les traités de libre-échange discutés par l'Union européenne sont adoptés. Partons maintenant pour le Maroc, un pays en proie depuis une dizaine de jours à un fort mouvement de mécontentement populaire. À l'origine de cette situation, on trouve la mort dans des circonstances atroces de Moussine Fikri, un homme de 31 ans, le 28 octobre dernier. Ce vendeur de poissons a péri broyé dans une benne à ordures en tentant d'empêcher la destruction par des agents de l'État de sa marchandise, une cargaison d'espadons, une espèce interdite à la pêche à cette période de l'année, achetée au port de la ville d'Al Hoceima. La scène, se déroulant en pleine rue, a été filmée et massivement diffusée sur les réseaux sociaux, provoquant l'indignation des Marocains. Il est happé par la machine, puis broyé, sous les yeux des passants. Nous condamnons fermement ce crime que nous avons vu de nos yeux. C'est un crime avec préméditation. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a de grandes manifestations. Toute la ville de Hoceima est représentée, mais aussi les régions et la nation dans son ensemble et d'autres pays. Dimanche 30 octobre, jour des funérailles, des manifestations massives regroupaient dans les principales villes du pays des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui encore, des rassemblements continuent de se tenir régulièrement. Mais pourquoi ce qui pourrait apparaître comme un tragique mais banal fait divers a-t-il pris une telle ampleur? Alors qu'au Maroc, le chômage touche près de 40% des jeunes en milieu urbain, chacun s'est identifié à Moussine Fikri, un homme qui tentait de s'extraire des difficultés du quotidien et dont la mort dans une benne à ordures est devenue le symbole de la Ogra, un terme sans équivalent en français mais qui pourrait désigner le mépris, l'injustice et l'humiliation constante que font subir les privilégiés aux gens ordinaires. Son portrait, brandi dans les rues, est devenu le symbole des répressions policières au Maroc. Depuis samedi, ils sont des milliers à manifester dans plusieurs villes du pays. Indignés après le décès de ce jeune poissonnier vendredi soir. Ces 5 ou 6 dernières années, beaucoup de personnes sont mortes à cause des violences policières et les gens ne sont vraiment pas contents. Ils ne peuvent pas continuer à garder le silence. Les autorités nous humilient en permanence et ils continuent de nous écraser. Un ressenti très présent au Maroc, auquel les réformes de modernisation politique engagées par le régime n'ont pas su mettre fin. Au contraire, un ressenti dont l'expression s'est accentuée avec le développement des réseaux sociaux, dans un contexte où l'ouverture économique a surtout bénéficié à des élites établies, déjà perçues comme corrompues et échappant à la justice. Une problématique qui est au centre du scandale Moussine Fikri. Tout le monde au Maroc est en effet conscient que l'homme se trouvait dans l'illégalité, mais également du fait que si la justice poursuit implacablement les petits vendeurs de poissons, allant jusqu'à broyer sa propre jeunesse, il n'en est rien concernant les puissants, et notamment ceux qui bénéficient des faveurs de la famille royale. Le roi, même s'il a expliqué qu'il voulait que la lumière soit faite sur les conditions de cette mort, ne s'est pas présenté, n'a pas présenté ses condoléances à la famille. Certains soulignent que ce roi est beaucoup plus prompt à venir au secours d'une star de la pop marocaine qui est accusée de viol en France, puisque le roi a décidé de payer ses frais d'avocat et même d'avoir recours à un des cadors du barreau qui s'appelle Maître Dupont-Moretti. Donc certains Marocains ont le sentiment qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Si les manifestants ne réclament pas de changement politique, ils exigent au final des choses simples mais essentielles. Le respect, la dignité et le droit à la vie. Dresser un parallèle avec les maux qui frappent la société française serait un raccourci que nous ne ferons pas. Mais on peut tout de même se demander si nous n'avons pas plus en commun avec la jeunesse marocaine qu'on ne l'imagine au premier abord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à liker notre page et à partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre page Tipeee. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.